Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, ce podcast est fait pour vous. On dit souvent que l'Union européenne n'avance que quand Paris et Berlin sont alignés. Est-ce vrai ? C'est ce qu'on va se demander avec les lumières de plusieurs experts dans cette série de 3 épisodes soutenus par le Fonds citoyen franco-allemand. Petite originalité pour l'occasion, vous pourrez trouver une version un peu plus courte de ces épisodes en allemand. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Pour m'accompagner, Valentin Flamand, toujours là, de retour depuis notre travail sur le Qatargate. Salut Valentin. Salut Audrey, ouais, je commence à devenir un habitué de Trait d'Union. Va falloir que tu transformes ma chaise en tabouret, j'ai des exigences. Merci en tout cas d'être de retour. Et Valentin, notre premier épisode commence en 1945, au sortir de la guerre, bien avant les prémices de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. L'Allemagne est occupée par les 4 puissances victorieuses, dont la France, qui ne sait pas sur quel pied danser. C'est ce que nous explique Frank Bassner, le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, à côté de Stuttgart. Au début de l'occupation française, dans la zone française, le gouvernement français ne savait pas très bien où aller. Il y avait 2 camps. Les uns disaient qu'il fallait punir l'Allemagne. C'est une réaction compréhensible. Comme on a fait après la Première Guerre mondiale. Démantèlement de l'industrie et toutes ces choses-là. Donc plutôt l'esprit de revanche. Mais il y avait aussi l'autre moitié, je dirais, des occupants qui disaient non, il faut faire différemment, il faut une approche pédagogique, il faut porter la culture, civilisation, il faut changer les livres d'histoire, il faut aller dans les écoles, il faut faire du travail culturel pour justement amener, surtout la jeunesse allemande qui avait quand même vécu des années terribles aussi par le lavage de cerveau qu'il y avait sous le nazisme, de permettre justement à cette nouvelle génération de se refaire une démocratie. Et cette deuxième voie est incarnée par les milieux catholiques et intellectuels, mais aussi, et c'est ça qui lui donne encore plus de poids, chez d'anciens déportés. C'est notamment le cas de Joseph Rovan, dont tu parlais dans le dernier épisode de Trait d'Union. En octobre 1945, moins de 6 mois après la fin de la guerre, il publie L'Allemagne de nos mérites, un texte très fort où il dit en substance, maintenant que les Allemands sont battus, c'est aux Alliés et donc à la France de les ramener dans le cercle des nations acceptables. C'est à la France de prendre sa part de responsabilité sur l'avenir franco-allemand. Et ce qui est très important de comprendre, je crois, c'est, et ça paraît banal de le dire, mais je pense qu'il faut le rappeler, on sort de 70 ans de conflit contre les Allemands, 3 guerres, et pour se replonger dans l'époque, on a interrogé Hélène Miard-Delacroix, professeure à Sorbonne Université, spécialiste de l'Allemagne. On voit chez des gens qui sont déjà adultes le désir de modifier les esprits, d'organiser des contacts entre les populations et en particulier entre les jeunes afin d'éviter que se reproduise le mythe que l'on serait des ennemis héréditaires, la détestation réciproque et cette espèce de revanche perpétuelle qui devrait reconduire à une nouvelle guerre. Et cette idée de l'Allemagne de nos mérites scelle l'idée d'une co-responsabilité franco-allemande pour le devenir. Une idée qui fait son chemin aussi dans l'esprit des politiques, qui trouvent des intérêts à ce rapprochement. Nous sommes maintenant en 1950, la guerre froide a commencé, l'Allemagne est coupée en 2. On avait du côté français une volonté, et on peut le comprendre en 1950 encore forte, d'encadrer le redressement de l'Allemagne, et du côté allemand, on avait une volonté de retrouver une souveraineté qui était limitée avec les accords de Potsdam, et c'était le cadre européen le permettait. Vous venez d'entendre Paul Maurice, il est chef de la mission franco-allemande au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il nous répond dans ces épisodes en tant qu'expert de l'histoire des relations franco-allemandes. Cette idée politique est concrétisée le 9 mai 1950 lors du discours de l'horloge. Il est prononcé par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français. Mais il y a également un autre homme qui a joué un rôle très important dans ce discours, c'est Jean Monnet, le premier commissaire au plan. Donc Schuman, sur les conseils de Monnet, fait une proposition audacieuse, placer les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier sous une même autorité, à l'échelle européenne. Et c'est un vrai bouleversement qui présente un double intérêt.
Si on a une structure supranationale, on ne peut pas soupçonner les Allemands de produire en douce, d'une certaine façon, pour pouvoir se réarmer. Et ça, c'était une assurance pour le côté français, avec le double avantage de pouvoir être sûr que les Allemands n'allaient pas se réarmer et d'augmenter la production en commun. Et puis, pourrait-on dire aussi, d'avoir un accès à la production du sous-sol allemand, qui était quand même intéressant. Et cette idée qui est résumée dans les nombreuses phrases de la déclaration Schuman, de rendre la guerre entre Français et Allemands non seulement matériellement impossible, mais aussi impensable. Donc après ce discours, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, est née. D'autres pays s'y ajoutent, des démocraties, c'est un impératif. L'Italie, qui a besoin de reconstruire son économie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui signeront en 1957 le traité de Rome, qui acte la Communauté économique européenne, la CEE, et le marché commun. La construction européenne a donc commencé, Valentin, par une réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et elle s'accélère dans les années 60 avec un nouveau tournant autour des figures de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer, le premier chancelier allemand. Une profonde admiration lie les deux hommes. D'un côté, on a le héros de la résistance française, de l'autre, un chrétien démocrate, au passé anti-nazi farouche. Mais à l'origine, c'était pas gagné. De Gaulle ne voulait pas se rapprocher des Allemands, qu'il jugeait trop alignés sur les Américains. Finalement, il cède. La pression de ses ministres et la volonté européenne d'Adenauer ont beaucoup joué, mais aussi une bonne dose de pragmatisme, comme toujours chez De Gaulle. Il a conscience de la puissance de l'Allemagne et proposer un rapprochement permet à la France d'être à l'initiative, de ne pas subir la reconstruction allemande. Et parmi les gestes forts qui symbolisent le rapprochement, il y a une visite d'une semaine du général de Gaulle en Allemagne, c'était en 62, un voyage qui se termine à Ludwigsburg. Pour la petite histoire, c'est désormais là que se situe l'Institut franco-allemand où nous avons interrogé Frank Bassner. Mais revenons à de Gaulle, il adresse à cette occasion un message fort à la jeunesse du pays. Dans un allemand parfait, il a pris des cours avec un professeur agrégé pour cela. Junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe Je vous félicite ensuite d'être de jeunes Allemands, c'est-à-dire les enfants d'un grand peuple, oui, d'un grand peuple. Das aber auch der Welt. D'un grand peuple qui parfois, au cours de son histoire, a commis de grandes fautes et causé de grands malheurs condamnables et condamnés. Là déjà, ça marquait très fortement le public allemand pour dire, voilà, nous sommes admis dans la famille des pays démocratiques. Je pense que c'était un geste très très fort. Ce rapprochement est couronné le 22 janvier 1963, date très importante avec la signature du traité de l'Élysée. On fête ses 60 ans cette année, un texte d'amitié et de collaboration. Son principal effet, la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui facilite entre autres les échanges étudiants. Le texte instaure également un rendez-vous régulier entre les chefs d'État et les ministres français et allemands. C'est le début d'une relation formelle entre les deux pays. Le traité de l'Élysée a servi de cadre dans les années qui ont suivi à ce rapprochement franco-allemand pour le rapprochement historique lié à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour la construction européenne. C'est ce binôme franco-allemand avec des convergences, mais aussi beaucoup de divergences, qui, en créant les conditions de son rapprochement, a permis la construction européenne. C'est un moment clé et un moment très fort. Pourquoi ? Parce que si des personnalités de la taille politique et morale du général de Gaulle et Konrad Adenauer arrivent à signer un tel papier, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas le début de la réconciliation, mais c'est plutôt le couronnement. C'est sur ces bases qu'est fondée l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Tout débute par une réconciliation. Tour à tour, les sociétés civiles, les industriels, les politiques ont réappris à s'écouter, à se considérer et à travailler ensemble. C'est la rencontre de deux peuples, mais aussi de deux hommes, De Gaulle et Adenauer.
C'est en fait le premier couple ou moteur franco-allemand. Vous allez voir qu'on n'utilise pas la même expression des deux côtés du Rhin. Il y en aura d'autres, mais ça, on en parle dans le prochain épisode de cette série soutenue par le Fonds citoyen franco-allemand. À très vite!